On a tous en tête Tarzan, l'homme singe ou même John Carter, ce guerrier sur Mars. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière ces icônes de l'aventure, il y a l'histoire d'un homme qui, à 35 ans, était vu par tout le monde comme un raté. C'est une histoire assez incroyable, de persévérance, d'imagination débordante et, on va le voir, d'un sens des affaires complètement hors du commun. Le cri de Tarzan, franchement, qui ne le connaît pas? Il résonne dans notre culture populaire depuis plus d'un siècle. Mais l'histoire de son créateur, eh bien, elle est peut-être encore plus folle que celle de l'homme singe. C'est vraiment le parcours d'un homme qui, à 35 ans, semblait totalement destiné à l'échec. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qui était vraiment cet homme qui a donné vie non seulement à Tarzan, mais à des mondes entiers sur des planètes lointaines? Edgar Rice Burroughs. Son nom est peut-être moins célèbre que ses créations, mais son impact, lui, est immense. Il n'a pas juste écrit des histoires, non, il a carrément bâti des univers qui ont passionné des millions de lecteurs et qui, encore aujourd'hui, continuent d'influencer la science-fiction et le genre de l'aventure. Mais, avant de devenir ce géant de la littérature populaire, le chemin de Burroughs était tout sauf une ligne droite vers le succès. En fait, c'était plutôt une longue, très longue série de déceptions et de boulots sans aucun avenir. Ce qui est assez fou avec cette chronologie, c'est qu'elle résume plus de 15 ans de galère. Imaginez un peu le tableau. Il rate l'examen d'entrée de la prestigieuse Académie militaire de West Point. Ensuite, il est renvoyé de l'armée pour des raisons médicales. S'ensuit une décennie de petits boulots pour finir, à 35 ans, vendeur de taille-crayon. On est quand même très très loin du roi de la jungle. Et c'est là, vraiment au plus bas, que tout va basculer. Son désespoir va rencontrer une opportunité, le monde un peu fou et pas cher des magazines pulp, ces publications très populaires à l'époque. Et voilà, la phrase qui a tout changé. En lisant un de ces magazines pendant une pause, il a cette sorte de révélation. Ce n'est pas une grande ambition littéraire qui le pousse, non. C'est plutôt un mélange de frustration et l'idée qu'il pourrait faire, au moins aussi mauvais que ceux qui lisaient. Et donc, il se lance. Mais le truc, c'est que son premier succès, ce n'est pas Tarzan. Non, c'est une histoire de science-fiction, avec John Carter, un vétéran de la guerre de sécession, qui se retrouve transporté sur Mars, ou Barsoom, comme il l'appelle. Il écrit même sous un pseudo, Normal Bean, tellement il a peur d'être ridicule. Juste après cette virée sur Mars, il écrit l'histoire de ce lord anglais, élevé par des singes en Afrique. Tarzan chez les singes sort en octobre 1912, et là, le succès est immédiat, fulgurant. En l'espace de quelques mois, la vie de ce vendeur de taille-crayon est complètement transformée. Et ça illustre parfaitement l'étendue de son imagination. D'un côté, une épopée de science-fantasy sur une planète rouge. De l'autre, une aventure hyper primitive au cœur de la jungle. Ces deux créations, elles montrent sa capacité incroyable à construire des mondes totalement différents, mais qui sont tout aussi prenants l'un que l'autre. Le succès littéraire, ça aurait pu être la fin de l'histoire. Mais pour Burroughs, ce n'était que le début. Il a très vite compris que Tarzan, c'était bien plus qu'un personnage de roman. C'était une marque. 24. Voilà le nombre de romans originaux de Tarzan qu'il a écrits. Il a vraiment, méthodiquement, développé l'univers de son héros, livre après livre, créant une base de fans qui attendaient chaque nouvelle aventure avec impatience. Mais il ne s'est pas arrêté au livre, loin de là. Bien avant que le mot franchise soit à la mode, Burroughs a exploité Tarzan sur tous les supports possibles. On le voit bien ici, le cinéma dès 1918, puis les BD, la radio. Les experts de l'époque lui disaient de faire attention, que ça allait lasser les gens, mais il a prouvé qu'ils avaient tous tort. Le public en voulait toujours plus. Et c'est là qu'on voit son génie des affaires. Au lieu de dépendre des éditeurs, il a carrément créé sa propre boîte pour gérer ses droits et même imprimer ses livres. Ça lui donnait un contrôle créatif et financier presque total. C'était du jamais vu pour un écrivain à cette époque. Et pour l'anecdote, son succès était si énorme qu'il a littéralement créé un lieu sur la carte. Il achète un ranch, il le baptise Tarzana, et la petite communauté qui s'est formée autour a fini par adopter officiellement ce nom. Aujourd'hui, Tarzana, c'est une vraie ville, en Californie. Bon, maintenant, voyons un peu comment son œuvre est perçue de nos jours. Parce que, comme beaucoup de créateurs de cette période, son héritage est à la fois célébré et pas mal critiqué. Mais avant de parler littérature, un fait assez étonnant sur l'homme. Il vivait à Hawaï lors de l'attaque de Pearl Harbor. Et là, à 66 ans, bien après l'âge d'être soldat, il a insisté pour devenir correspondant de guerre et a couvert le conflit dans le Pacifique. Incroyable. Du coup, d'un point de vue littéraire, le bilan est assez nuancé. D'un côté, difficile de nier son imagination folle qui a inspiré des générations d'auteurs. De l'autre, c'est vrai, les critiques pointent souvent des intrigues qui se répètent un peu, et l'utilisation de stéréotypes de l'époque, comme la fameuse demoiselle en détresse ou les méchants très caricaturaux.
Il y a aussi des lectures plus controversées. Il faut bien préciser que cette interprétation vient d'un personnage de fiction, un officier SS dans un roman. Ce personnage voyait dans certains aspects des mondes de Burroughs une sorte de préfiguration de certaines idéologies extrêmes. C'est une perspective rapportée, qui fait partie de la réception complexe de son œuvre. Mais pour finir, revenons à son premier amour, Mars. En hommage à cet homme qui a fait rêver des millions de lecteurs de la planète rouge bien avant qu'on y envoie des fusées, un cratère martien porte aujourd'hui son nom. C'est un symbole assez puissant pour un pionnier de l'imaginaire. Au final, l'histoire de Burroughs nous laisse avec cette question. Comment une idée née dans la tête d'un vendeur de taille-crayon au bout du rouleau peut-elle devenir si puissante qu'elle traverse les générations, s'adapte à tous les médias et finit par sembler presque plus réelle que l'homme qui l'a imaginée? C'est peut-être ça, au fond, la véritable magie des histoires.